Bonjour à tous et bienvenue sur Fight Minds. Vous êtes avec Chris et Aldric pour le Coach Talk. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial, on fait un petit épisode à part, un aparté sur un combat qui n'aura probablement jamais lieu, mais qui va du coup nous décevoir parce qu'on aurait vraiment aimé le voir. Francis Ngannou qui a signé au PFL, c'est officiel. John Jones qui est clôturé sur un contrat de 8 combats à l'UFC. Leur chemin risque de ne pas se croiser et ça aurait été un combat absolument merveilleux. Alors avant de commencer, Aldric, on sait, toi comme moi, quel type de commentaires on va recevoir de certaines personnes pour rester poli. Oh, comme c'est hypothétique, ça sert à rien comme discussion. Bah les gars, pour nous, ça sert à quelque chose. On a un coach, on a un analyste sur ce podcast. L'exercice cérébral est toujours utile, même sur des combats hypothétiques. Et puis c'est un peu fun d'aller essayer de chercher des chemins vers la victoire face à celui que beaucoup de gens considèrent comme le GOAT et Francis Ngannou qui, dans ses deux dernières sorties, semblait très difficile à vaincre. Donc, Aldric, je vais te lancer sur une première question qui va être très générique. On va peut-être commencer par peut-être le plus complexe. Euh, la différence entre ce podcast-ci et le premier qu'on avait fait ensemble, Comment battre Khabib, c'était que la version Comment battre Khabib, on pouvait imaginer un combattant. Ici, on ne peut pas imaginer un combattant. On connaît John Jones, on connaît Ngannou, on analyse leurs forces et faiblesses et sur base de leurs forces et faiblesses, on définit les chemins vers la victoire. Donc pour Francis Ngannou, quelles seraient les premières pistes stratégiques à mettre en place pour lui s'il voulait, enfin si hypothétiquement le combat avait lieu et qu'il voulait s'assurer un maximum de chances de remporter le combat? Salut Chris et bonjour à tous. Et écoute, en plus, cette actualité tombe bien, l'actualité de Francis, parce que je sais pas si tu l'as entendu, il y a Eric Nicksick, le coach de Francis, qui a pris la parole sur différents podcasts et qui a raconté des insides assez intéressants, notamment le sparring de 2020 avec Joe Joyce. Il y a pas mal de trucs moi qui m'ont interpellé dans le bon sens ou enfin plutôt qui m'ont interloqué parce que c'est pas à moi de juger si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens, mais je me suis pour ceux qui ne l'ont pas entendu, pour nos auditeurs qui seraient pas anglophones ou qui seraient pas tombés là-dessus, en gros, je vais schématiser. C'est dur de résumer un podcast de plus de 20 minutes en une phrase, mais en gros, il raconte l'histoire de Joe Joyce, qui avait juste dit, lui de son côté, à l'époque, je me rappelle, il avait dit, Francis est puissant et il n'est pas mauvais boxeur. Donc ça, c'était le tweet, le tweet de Joe Joyce, je crois, de 2020. Et lui, Nick Sick, dans son inside en tant qu'entraîneur de Francis, a dit, Francis a été pulvérisé par Joe quand il a voulu faire de la vraie boxe et des jabs et des esquives. Et quand il est rentré à l'interround, je lui ai dit de rester Francis et de faire des mouvements inhabituels, inorthodoxes, comme ils disent les anglophones. Et je trouvais Mhm. ça intéressant comme sortie pour nous, riche d'informations, mais c'est pas quelque chose que je me serais permis de dire d'un de mes fighters parce que c'est dur quand même. J'ai trouvé les mots un petit peu durs, même si Mexique il a ses épaules un peu enroulées, il le fait un peu sur le ton de la rigolade dans le podcast. Cela étant, les mots étaient graves. Bref, c'était en préambule. Par contre, je suis assez d'accord sur le principe. Francis, je pense, a beaucoup progressé euh, dans sa carrière et pas que à son passage aux États-Unis. Il faut arrêter la carrière, c'est une suite logique, une continuité et je pense qu'il aurait tout autant progressé en France et les raccourcis comme quoi il faut aller à l'étranger pour travailler sa lutte. Moi, je dialogue beaucoup sur Twitter. Je rebondis une deuxième fois sur ce que tu as dit, puis on arrive directement dans le concret. Je réponds sur Twitter quand la discussion est intelligente et qu'on peut débattre. Et je le fais volontiers quand j'ai du temps. Et je répète du temps, pas du temps à perdre, du temps. Ça me fait plaisir d'échanger avec des gens qui ont la même passion que moi. Par contre, les gens qui se contentent de grinder directement, dire ouais en France on n'apprend rien, ou lui il est nul, ou lui il va perdre, c'est vrai que je peux perdre mon calme de temps en temps et soit bloquer, soit avoir la blague facile et que les gens qui ne me comprennent pas ben, ne me suivent pas, c'est pas grave, mais ça reste une discussion de passionnés. Ceci étant dit, voilà, je pense que Francis Ngannou a pour lui la puissance, a pour lui son côté un peu inhabituel, une orthodoxe, ou quel que soit ce qu'il va faire, que ce soit en lutte, on l'a bien vu quand il s'est mis un petit peu à lutter dans ses combats, ou quand même quand il boxe, je dirais pas que c'est
C'est inhabituel. C'est des mouvements à lui qui correspondent à son physique à lui et qui Hmm. sont peu vus et c'est difficile de préparer un combat contre Francis. T'as beau prendre n'importe quel poids lourd que tu veux, ben, si tu prends un mec du pied-point, il aura plutôt un style pied-point. Tu prends un mec de l'anglaise, c'est pareil. Mais je pense que Cyril Gane, il est plus facile à préparer que Francis Ngannou, tu vois, du côté de John Jones, parce que Cyril, c'est un puriste. Il a ses Ouais. mouvements de bus de l'anglaise, il a ses déplacements qui lui sont propres, mais qui sont ultra techniques et ultra beaux. Et du coup, tu peux demander à quelqu'un de refaire ça. Francis, c'est différent. C'est une force de la nature qui a ses mouvements en lui, presque ses codes de déplacement et de frappe qui sont les siens, son angle du percute, il est incroyable et tu montres ça à un mec vraiment qui fait de l'anglaise, il va dire ben non, c'est pas comme ça. Sauf que quand tu reçois le coup à l'UFC Performance Institute avec les capteurs, ben c'est le plus puissant au monde, plus que Tyson. Mhm. Donc moi, je vois déjà les choses très dures pour John s'il devait préparer Francis parce que justement, c'est compliqué de catégoriser et on sait qu'il le fait très bien. D'analyser Francis, c'est difficile. Preuve en est, ben, le coin de Fernand qui sont très très bons là-dessus. Et on l'a vu, ils ont réussi à analyser Marshall, ils ont réussi à analyser bon nombre de combattants où ils ont réussi à tirer un trait magnifique vers la victoire et un game plan. Et ben contre Francis, c'était plus difficile parce que les game plans ont changé selon les rounds, l'attitude de Francis aussi. Il a lutté à des moments, il a bloqué à d'autres moments, il a travaillé en déplacement à certains moments et tout ça tout en cachant entre guillemets habilement sa rupture partielle des Mhm. ligaments croisés. Donc voilà, je pense que la qualité numéro un, c'est même pas sa puissance, moi, la qualité numéro un de Francis, c'est son côté inusuel, inorthodoxe et surprenant. Ouais, je viens justement de regarder ces deux dernières sorties, donc contre Stipe et contre Gann, et un truc que j'ai vraiment réalisé dans ces séquences de contre, c'est qu'il est capable d'envoyer sur tous les angles, euh, presque peu importe son positionnement de pied. Quand j'avais analysé Cédric Doumbé, j'avais remarqué la même chose. Que ce soit lui, que ce soit Doumbé, que ce soit Mike Tyson, ils n'ont pas besoin d'avoir un pied devant l'autre avec un certain écart. Ils peuvent avoir les pieds un peu positionnés n'importe comment et ancrés dans le sol. Ils arrivent quand même à générer de la puissance et une technique qui est peu orthodoxe mais propre. Donc c'est pas quelque chose que tu vas apprendre en boxe anglaise dès tes premiers cours. Mais au final, on le dit tout le temps, ce qu'il y a de plus important, c'est pas la technique, c'est l'efficacité. Et Francis Ngannou a clairement cette efficacité. Il a un peu le nez et l'œil, une bonne réactivité aussi pour savoir placer ses coups. Donc moi, je donne le 1 et le 2 à Gann, par exemple, mais on sent quand même qu'il y a un danger constant. Gann, il était en train d'essayer de trouver les moments opportuns pour attaquer, que ce soit sur des angles ou sur des moments où peut-être que Ngannou, tu vois, était en train de reculer en mode défensif. Finalement, même s'il est en train de reculer, il va pouvoir générer quelque chose d'offensif. Et ça, c'est très difficile à calculer. Et j'aime bien que tu prends cette approche parce que ce qu'on oublie de John Jones, c'est que le mec est extrêmement compétent, il est extrêmement vicieux et dangereux, mais ça reste un combattant cérébral. Ça reste quelqu'un qui a besoin de stratégiser son approche pour pouvoir gagner. Et d'ailleurs, maintenant qu'on parle de ça, j'ai pas l'impression que John Jones ait eu un short notice, un vrai short notice dans sa carrière. Le plus short notice qu'il ait eu, c'était face à Shogun Rua et c'était quand même 3 semaines, si je C'est ne dis pas ça, de bêtises. c'est ça. Et on l'a déjà souligné plusieurs fois. On l'avait souligné pour Khabib. On peut le souligner pour le MMA Factory. Les athlètes et les camps d'entraînement qui stratégisent, ils sont toujours moins performants sur le short notice. Donc si tu prends MMA Factory récemment, euh, Nassourdine a été mis en difficulté et a perdu contre Strickland parce que c'était enfin c'était vraiment un short notice et ils Je n'ont te pas eu le temps rejoins. de préparer une bonne stratégie par rapport au profil qu'ils allaient affronter. Moi, je résumerai ça en deux mots. Tu parles de Strickland, hein, je vais juste m'étendre là-dessus 2 secondes, parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble. Moi, je pense qu'il y a un côté stratégie très important, comme tu l'as dit, parce que quand c'est un camp avec des stratèges, avec des gens qui travaillent vraiment sur le game plan et sur l'analytique, entre guillemets, ben, le short notice, c'est pas une bonne chose, effectivement. Et je pense qu'il y avait quand même un problème de poids. Et on peut faire ce raccourci avec beaucoup d'actualités de ce week-end. Je pense, moi, que Loma Heine, c'est un problème de poids, puisque Loma, c'est pas un 135 naturel, il est en dessous
Heini cut, on sait qu'il utilise le cut weighting pour atteindre cette catégorie. Je pense que Nassourdine Strickland, c'était également un problème de poids. Et preuve en est, on sait que l'adversaire où il faisait un peu jeu égal en termes de puissance à Paris, Joachim Buckley, vient de descendre à 67 avec des débuts très réussis. Tu vois, en plus, je te fais la transition pour chaque. Loma Heine, c'était ce week-end. Joachim Buckley contre Fio, c'était ce week-end. Et on a très bien vu que la KT, il est énorme. Il était très bien Buckley à cette catégorie, tu vois. Il était à sa vraie catégorie, ni plus ni moins en fait. Et peut-être que aussi des fois le problème de puissance, parce que regarde, Nassourdine, longtemps, ouais, mais il n'était pas assez puissant. Est-ce que Lomachenko est un puncher? Alors, je pense qu'on peut dire que oui, mais pas dans cette KT. Tu vois. Donc, je pense que le poids que tu fais le jour du combat et le poids de ton adversaire, même si il y a des raccourcis qui vont dire oui, mais un coup de poing, c'est un coup de poing. Eh bien non. Si t'es pas assez lourd, tu vas avoir un déficit de puissance. Et là où ça nous intéresse, et on reparle de John Jones, et moi contre Cyril, je l'ai presque trouvé trop lourd. Sur les séquences de pieds-points, on voit que c'est très bien étudié, de par sa gestuelle et par sa posture. Mais, alors c'est vrai que le combat a pas duré assez longtemps pour qu'on soit sûr de ça, mais je l'ai quand même trouvé pâteau, moi, sur les jambes. Et son jeu de jambes... Ouais, Brian l'avait relevé également. Ouais, Brian avait également relevé, il trouvait que John Jones était lent. Alors moi je vais nuancer en disant qu'il semblait avoir un très bon timing et comme l'a dit McGregor, ta lenteur, tu peux la combler par un excellent timing et une très bonne vision du jeu, une très bonne lecture du jeu. Mais je te rejoins, je trouve que tu es d'accord. John Jones me paraissait légèrement trop lourd que pour être à son poids optimal, à son poids de forme optimal. C'est ça. Et je pense que ça, ce sont des infos qui, mises bout à bout, peuvent faire la diff. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais non, mais Cyril Gane a réussi à faire tomber Francis, donc John Jones aurait réussi. Cyril, c'est là qu'on voit quand même que ce garçon bosse la lutte et qu'il faut arrêter les raccourcis qui vulgarisent le travail et qui sont inexacts. Bien sûr que il n'a pas le grappling de John Jones, ça c'est une évidence, mais quand tu vois le timing enchaîné qu'il fait sur Francis et que Stipe, lors du deuxième combat, a raté et a pris des sprawls à maintes et maintes reprises, ben, tu te rends compte que Cyril a fait un takedown tout dans le timing et dans la vitesse d'exécution et que celui-ci a marché. Donc, est-ce que moi je pense que John Jones c'est un combat beaucoup plus compliqué que les critiques laissent à penser, que Dana laisse à penser. Après, c'est de bonne guerre. Hein. C'est lui l'icône aujourd'hui de l'UFC. Quand Francis est devenu l'icône du PFL, il peut pas dire ce que moi je suis en train de dire. Ce serait déraisonnable. Cela étant, je pense que ce combat, si on synthétise ce qu'on vient de dire ensemble depuis un petit quart d'heure, le manque de visibilité, le changement de style assez fréquent, avec des appuis parfois précaires pour quelqu'un d'autre, mais pas pour Francis, ça, plus le fait que c'est un vrai poids lourd ultra athlétique, plus le fait que, effectivement, on a trouvé John Jones lors de sa montée en poids lourd peut-être un petit peu pâteau, ou en tout cas moins efficient dans les déplacements que la version à 105 kilos qui officie à 93. Ouais, le combat, je pense il y aurait beaucoup plus match que les critiques laissent à penser. Je suis assez d'accord. Moi, je sais pas si je vais déjà donner le favori puisque je comptais garder ça pour la fin du podcast. On va peut-être rester sur la question initiale. Donc ici, on a bien abordé les raisons pour lesquelles Ngannou, par défaut, est un challenge pour John Jones. Comment est-ce que il peut, je vais pas dire changer, mais peaufiner son style et son approche dans la cage pour être un plus gros challenge pour le style que John Jones représente. Donc, est-ce que tu le verrais mettre la pression? Est-ce que c'est nécessaire pour Ngannou de mettre la pression à quelqu'un comme John Jones? Est-ce qu'il devrait s'assurer d'être en distance de boxe anglaise ou s'il est très loin, c'est quelque chose qui lui conviendrait mieux? Est-ce qu'il y a des petits éléments comme ça de combat que tu soulignerais pour que Ngannou soit le plus à son avantage possible? Toujours pareil, en prenant le seul et unique combat où John Jones était à 117 kilos ou 115 kilos, je sais plus, je l'ai trouvé plus à l'aise quand même en avançant qu'en reculant. C'est-à-dire que quand il s'agissait de cadrer, il a envoyé une belle droite en ligne à Cyril pour provoquer justement ce bras arrière de Cyril quelques instants plus tard. En avançant, je trouvais son style
on retrouvait quasiment, avec quelques réserves quand même, le John à 93 kilos. Par contre, c'est sur déplacements latéraux, antéro-postérieurs en reculant, que je le trouvais quand même nettement moins à l'aise et beaucoup plus lent Mhm. qu'à l'habitude. Donc, on a également coutume de dire que le meilleur moyen de contrer un lutteur, c'est de lui mettre la pression. Donc, en trouvant la Mhm. subtilité de ne pas se jeter, mais de mettre la pression vers l'avant, je pense qu'il y a quand même quelque chose de solide à faire et de dérangeant si jamais un jour il devait s'affronter lors d'un crossover. Puisque comme tu l'as Ouais, très bien dit en début de podcast, il a signé un contrat de 8 combats avec l'UFC, ce qui veut dire qu'il peut prendre sa retraite, mais que même après 2 ans de retraite, si l'envie lui prenait de débarquer au PFL, ce serait pas possible. Il est à vie avec l'UFC en cas de reprise. mhm. Exactement. Et là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, moi, quand j'avais analysé John Jones, j'avais effectivement bien repéré que sa zone de confort, c'est quand il a le centre et que quand il est poussé à reculer, quand il est mis sous pression, quand il y a quelqu'un qui lui met du volume, qui lui met la pression, il a déjà tendance à reculer en ligne. Il contre très rarement. S'il contre, c'est plutôt avec de la lutte réactive qu'avec du pied-point. Et son système défensif, quand il peut pas désengager, est pas extraordinaire. Quand il peut désengager, il a toujours un très bon timing là-dessus. Mais quand il est dos à la cage, c'est là où il s'est fait le plus toucher dans sa carrière. Francis Ngannou, dans sa revanche contre Stipe Miocic, j'ai beaucoup aimé son approche. Parce qu'en fait, il a compris que sa prestance dans la cage est effrayante, par défaut. Il peut ne rien faire, juste être présent dans la cage. Quand tu combats contre Francis Ngannou, tu sais, je peux pas m'en prendre une. Je ne peux pas prendre une grosse frappe. Donc par défaut, Francis Ngannou qui avance vers toi sans spécialement feinter, sans spécialement envoyer de volume, ça risque de te faire reculer. T'as pas envie d'aller à l'échange avec lui. Il est très très fort à l'échange. On l'a vu contre Alistair Overeem par exemple. Donc je te rejoins totalement. Une des manières entre guillemets simple, rien n'est simple en MMA quand on rentre dans la cage, mais sur papier simple, ce serait un Ngannou qui vient pour mettre la pression, mais sans spécialement mettre de volume. C'est juste une pression de présence, de prestance. Et bah, là où Ngannou brille le plus, ça reste quand même en contre. Donc cette pression et cette attente peut forcer Jones à engager de manière précipitée, ce qui laisse des ouvertures sur des contres. Oui, et là où je suis d'accord avec toi, une fois qu'on a gardé ce style, il faut quand même penser. Alors, Francis Ngannou n'est pas un grand spécialiste du coup de genou. Par contre, si t'as pas le coup de genou, il faut avoir l'uppercut ou l'inverse pour contrer spécifiquement un lutteur. Et ça, par contre, l'uppercut, il l'a, puisque on sait que c'est le seul homme sur cette planète, enfin, en termes de mesure, hein, qui a réussi à frapper plus fort en uppercut que Mike Tyson. Il a éteint 3 ou 4 mecs rien qu'à l'UFC avec ce fameux uppercut, dont Alistair, si je dis pas de bêtises. À partir de là, Mhm. ça fait des armes de dissuasion quand même, hein. Le gabarit, son Ouais. sprawl qui est pas mauvais, la place qu'il prend dans la cage et ses mouvements qui sont quand même, moi je trouve qu'il se déplace bien quand même pour le gabarit qu'il a, parce qu'on sait que c'est un Mhm. gars qui doit faire une diète pour descendre en poids lourd et voir que t'es à certains combats. Fernand l'avait confirmé lors de podcasts et Nick Sick aussi, c'est-à-dire qu'il doit se déshydrater très légèrement pour certains combats. Donc quand tu vois le gap qu'il a, sa vitesse d'exécution, le côté également, pas changeant, mais on a vu Francis capable de changer son style. Contre Rosenstruck, c'était Mhm. presque de la bagarre de bistrot, mais ça a marché, hein, force est de constater, puisque je crois qu'il a terminé le combat en moins de 30 secondes. Il y a d'autres combats où il a été plus Ah oui, bien, posé. c'est 12 secondes, je pense même. Voilà, Ouais. tu vois, 12 secondes. Donc, alors oui, c'était pas très esthétique. On peut pas dire ça. Ce serait prendre les gens qui nous écoutent Mm. pour des moutons, de dire ouais, c'était magnifique, c'était pas magnifique. C'était tout dans l'agressivité parce que peut-être qu'il avait pas envie d'avoir un échange technique avec un mec qui était réputé pour ça, donc il lui rentrait dedans bille en tête et ça a fait KO. Mais on l'a vu également plus patient. On l'a vu lutteur contre Cyril au troisième et à partir du troisième round tout du moins. Donc Francis a quand même ce côté surprenant. Il a cette arme du percute qui donne à réfléchir pour venir au contact quand même. Et puis, important de comprendre ce que tu as dit. Tu peux pas te référer à du footwork sur Francis. C'est-à-dire que même si tu arrives à le mettre sur le reculoir et qu'il a un pied en l'air parce qu'il est en train de reculer, l'uppercut peut te déconnecter. Et c'est vrai ce que tu dis que
Mhm. Cédric Doumbé a également ça dans cette façon. C'est-à-dire que la qualité des appuis n'est pas nécessaire. Il y a tellement de rotation au niveau du dos, au niveau de leur physique, de la puissance qu'ils sont capables de développer, que le transfert de poids, en fait, il est moins nécessaire que sur un autre athlète. Tu vois, il n'y a pas besoin de ce transfert pied haut du corps comme c'est normalement le cas pour tout le monde normalement constitué. Il y a une telle génétique, une telle puissance, une telle vitesse de rotation développée qu'ils peuvent t'éteindre. Parce que souvent, tu vois, moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes gars, tu vois, sur le reculoir. Ouais, tu l'as mis vers l'arrière, donc ça va être très compliqué pour lui de pouvoir te contrer fort parce que ses appuis sont vers l'arrière, parce que il peut pas relutter derrière, parce que c'est difficile de redescendre dans les jambes également quand le poids de corps est sur la jambe arrière. Sauf que il y a certains adversaires qui, avec juste la rotation de l'épaule et le geste de l'uppercut, bah, ils sont capables également de t'endormir. Et du coup, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à lire. Et pour un combattant très cérébral qui aime bien apprendre son par cœur et travailler ses momentum en avance pendant le camp, ça fait beaucoup de problèmes. Mhm. Ça peut faire beaucoup de problèmes. D'autant plus que c'est le genre de profil où tu te dis, OK, moi je dois être réactif parce que quand j'attaque, même si je pense que lui ne peut pas me contre-attaquer, la réalité c'est qu'il peut. Il peut me mettre en difficulté, même si je suis sur un bon angle ou sur un bon instant d'attaque. Donc, normalement, ce qui peut te sauver dans ce genre de scénario, c'est ce sur quoi Gann avait beaucoup misé dans le combat, c'est la vitesse, la différence de vitesse. Alors, euh, il faut pas me méprendre dans mes propos. Ngannou a une très très bonne vitesse de frappe, mais effectivement, vu son format, il est un peu plus lent, bien plus lent même que Cyril Gane, par exemple, dans les déplacements et dans chaque mouvement qui demande tout le corps. Sur les mouvements juste de bras, je pense on peut comparer. Il a vraiment une belle vitesse de frappe à ce niveau-là. Oui, Mais donc, c'est ce qu'on dit. Un John Jones, il y a un premier gros challenge, c'est choisir son poids. Si tu viens trop lourd, si tu viens lourd en te disant il faut que je sois lourd pour pouvoir lutter contre Ngannou, mais tu n'arrives pas à le lutter, tu risques d'être vraiment mis à difficulté parce que tu seras lent par rapport à lui et la vitesse est nécessaire que pour pouvoir marquer tes points debout contre Ngannou. Si tu viens trop léger, tu risques de pas savoir du tout le lutter. Et dans ce cas-là, tu es entre guillemets enfermé dans le domaine de prédilection de Ngannou qui reste quand même le pied-point. Donc ici, il y a une première question à laquelle John Jones devrait répondre euh, quand il élabore son game plan. En fait, il va élaborer un game plan sur base du game plan qu'il décide. Il va devoir choisir un poids. Et en fait, là, c'est une excellente transition parce que je pense qu'on a déjà fait un beau petit tour de ce que Francis Ngannou peut apporter dans ce combat pour s'assurer un maximum de chances de l'emporter. De l'autre côté, John Jones, quelles sont les portes ouvertes par rapport à ses compétences pour mettre à mal Francis Ngannou? Moi, j'ai un point qui pour moi est assez sûr, mais j'ai d'abord envie d'entendre ton opinion dessus. bah, Francis, il n'y a pas de changement de catégorie, on le connaît, on l'a quand même vu à maintes reprises s'exprimer dans la cage de l'UFC. À partir de là, quand a-t-il été pris à défaut? C'est facile. Alors, il faut reparler quand même de Cyril qu'il a magnifiquement mis sur le dos. Alors, pourquoi je parle pas des premiers rounds qu'il gagne en pied-point? Parce que je suis pas du tout sûr que John Jones puisse reproduire la même chose. C'est-à-dire que surclasser avec toucher sans être touché, se déplacer, euh, frapper et éviter la remise derrière et être capable de faire ce que Cyril a fait en toute objectivité dans toute la catégorie poids lourd aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que Cyril Gane qui était capable de faire ça. Je demande à voir quand même Aspinal sur un combat qui dure un petit peu s'il garde cette même concentration et ce concernement offensif qu'avait Cyril, mais il faut quand même relater que c'est très très fort ce qu'il a fait. Après, il y a une deuxième façon, c'est de le mettre sur le dos aussi. Euh, et quand même, il y a la façon qu'ont utilisé Lewis notamment, c'est de mettre de l'incertitude. Tu vois, il y a très peu de coups, il y a beaucoup de feintes. Quand il prend Lewis, c'est pas très beau, c'est très difficile de le regarder. Mais il y a quand même un truc qui est significatif, c'est qu'il y a de l'incertitude et de la feinte, et que là-dessus, sur quelqu'un qui mérite le respect, alors John Jones mérite le respect de par sa dangerosité sur la lutte, pas forcément sur le côté puncher. Mais je pense que Francis, si Mhm. dans le cadre d'un affrontement, serait quand même obligé de le respecter sur sa lutte, en tout cas. Et du coup, en mettant de l'incertitude
en mixant, boxant pour lutter et en luttant pour boxer, je pense que c'est quelque chose qui pourrait énormément gêner Francis, tu vois. Donc, arriver pas trop lourd, parce que s'il est pato, ce sera quelque chose de très difficilement faisable, mais je pense qu'il ferait mieux là de capitaliser sur ce qu'il sait faire lui, plutôt que de capitaliser sur ce que penserait que Francis va faire, ou sur certains déplacements de Francis, ou certaines patterns pour être exact, parce que là-dessus c'est beaucoup plus aléatoire, tu vois. Moi je serais le coin de Jones, Ouais. ou en tout cas son entourage. Écoute, oui, fais un game plan aux petits oignons, travaille sur des séquences et des momentum, mais sur ce que toi tu vas faire. Fin de takedown et cross, ou tu vois Mhm. ce que je veux dire, des choses comme ça, plus, plus qui serait sur ses compétences à lui que sur le fait de contrer Francis, parce que là, ça me paraît être quelque chose de beaucoup plus délicat. Ouais, j'aime bien parce que tu relèves un des deux points que moi j'avais pour la stratégie de John Jones, et tu en rajoutes un en plus. Le point que tu rajoutes, qui pour moi est très important maintenant que tu le dis, c'est la proactivité. Si John Jones est réactif dans un combat contre Ngannou, il va à sa perte, clairement. Il doit être proactif dans ses déplacements. Ce que j'entends par là, c'est dès le moment où il sent qu'il se rapproche de la cage, être proactif, se déplacer en restant à une distance où il est intouchable pour récupérer de l'espace derrière lui. Ça, c'est extrêmement important pour pas être constamment sur le pied arrière. Moi, ce que j'avais relevé comme premier point, c'était les feintes. Clairement, Ngannou, c'est plutôt un contreur, c'est quelqu'un qui va beaucoup contrer. Donc, forcément, contre un contreur, les feintes, c'est très bien d'un côté pour lire ses réactions par rapport à des potentielles actions, et de deux, pour le frustrer et le fatiguer. Parce que si tu feintes, le mec qui contre dans le vent 5, 6, 7 fois, ça frustre, mais ça fatigue. Ceux qui font du bon shadow, ils le savent. Si tu fais du shadow où tu donnes à 100% dans tes coups pendant 3 minutes à fond, t'es crevé après. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, le deuxième point, c'est quelque chose que Cyril a relativement bien fait dans les deux premiers rounds, et que John Jones est vraiment capable de faire parce que c'est la stratégie qu'il avait employée majoritairement contre Glover Teixeira, un autre gros puncher, bon, pas comparable à Ngannou, mais dans la logique, c'est coller à la cage. Si tu colles quelqu'un à la cage, il peut pas générer de force dans ses uppercuts, dans ses crochets. T'es trop proche. Euh, John Jones a un très très bon dirty boxing. John Jones est capable de casser cette distance sans se faire contrer. Cyril le faisait très bien. Il feintait une attaque, il venait en mode bien bien couvert, il cassait la distance, il se retrouvait au clinch. Et je pense qu'en John Jones, avec la technique qu'il a et le physique qu'il semblait avoir dans son combat contre Cyril, il pourrait vraiment vraiment ennuyer Francis en clinch à la cage, dirty boxing, s'il n'arrive pas à mettre au sol, parce que j'ai du mal à savoir si John Jones serait capable d'amener Francis au sol. J'aurais tendance à dire oui, mais pas sur toutes les tentatives. Alors, je te dis ce que j'en pense à ce niveau-là, puis je te raconte une petite anecdote qui, je pense, va plaire à nos auditeurs. Première des choses, oui, il est capable. Je pense qu'à partir du moment où il y a des coups de poing, si tu pars dans le bon timing, euh, même un mec qui a démarré la lutte il y a un an est capable de mettre, alors je vais choquer les gens, mais je le pense sincèrement, à partir du moment où il y a une volonté de faire mal avec les mains ou les pieds, je pense que même un mec qui a fait de la lutte plus ou moins sérieusement depuis un an est capable de mettre un champion olympique sur le dos. Je dis pas qu'il va le garder, je dis pas que il va y arriver à tous les coups, mais dès qu'il y a une notion de timing sur une frappe, si tu pars au bon moment, je pense que tu peux mettre n'importe qui sur le dos. Après, la problématique, elle est de garder cette personne sur le dos, elle est de pouvoir le refaire si celle-ci se relève, mais une fois, je pense que n'importe qui y arrive. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai quand même trouvé que Francis était très statique. Alors, recontextualisons. Il avait une rupture totale ou partielle des ligaments, il avait le ménisque, il avait quand même un genou dans un piètre état, mais en scramble, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il est capable de scrambler? Est-ce qu'il est capable de se remettre debout sur des séquences de sol? Petite Ouais. interrogation pour Francis à ce niveau-là. Deuxième interrogation, et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler avec une petite anecdote. Moi, j'ai un petit peu participé par-ci par-là à quelques camps de Georges Saint-Pierre via Christophe Midou, au niveau game plan, au niveau stratégie, des fois même au niveau entraînement où j'ai eu la chance de rouler avec John, Danner et avec Georges. Et le game plan il y a deux game plans qui m'ont marqué. C'était Carlos Condit, mais je développe pas aujourd'hui. On en parlera quand ça sera une bonne transition avec un de nos podcasts. Et celui de BJ Penn.
Parce que, alors BJ n'est pas Francis Ngannou, mais ils avaient peur de son sol et ils avaient peur de sa boxe, qui était une boxe un peu unorthodoxe avec des angles très bizarres et surtout très puissantes. BJ était puissant sur sa boxe. Mhm. Et pourquoi je parle de Mhm. ça? Parce que comme tu l'as très bien dit, le game plan, c'était de fatiguer via le clinch dans les premiers rounds BJ, de façon à le rendre moins dangereux sur le pied-point et par la suite de gérer le sol plus efficacement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis pas persuadé que Francis puisse avec ce gabarit tenir 5 rounds son niveau de dangerosité en pied-point. On l'avait vu quand même contre Stipe, même si il a quand même montré, Francis, qu'il évolue à chaque combat. Il faut quand même être honnête. Et on a vu, moi, je Ouais. trouve que à chaque combat, on a vu un meilleur Francis. Tu sens que ce mec s'entraîne. Tu sens que ce mec s'entraîne Mhm. et il vient pas faire des photos à la salle. Mais raisonnablement, on peut laisser à penser que je pense que 2 rounds et demi, 3 rounds, c'est le maximum où il est dangereux avec ses points. À partir de là, Mhm. ce game plan peut être effectivement très intéressant, de le fatiguer, de le travailler en cage control, d'essayer de l'ouvrir un petit peu avec les coudes ou au moins de l'agacer si s'il défend bien pour que sa dépense énergétique soit importante et que derrière son travail de boxe anglaise, on se retrouve amoindri, plus lent, plus lisible et moins dangereux. Mhm. Ouais, et je suis entièrement d'accord parce que ça peut frustrer. Quand tu fatigues, tu deviens plus lent aussi. Qui dit plus lent dit plus facile à lire. Tu risques aussi plus facilement de surengager. Et comme tu l'as très bien dit, quand tu surengages en anglaise, les takedowns deviennent faciles. Il y a aussi un truc que j'aimerais soulever, parce que je sais que si on ne le dit pas, on risque de l'avoir en commentaire. Les gens vont d'office faire référence au premier combat de Stipe Miocic contre Ngannou en disant, bah en fait, il y a qu'à faire la même chose. Mais en fait, le truc, c'est qu'on peut plus faire la même chose. On l'a très bien vu. Entre Stipe 1 et Stipe 2, Stipe n'a pas pu répliquer ce qu'il avait fait dans le 1 parce que Ngannou avait progressé de malade. Comme tu l'as dit, il a défendu les 2-3 tentatives d'amener au sol de Stipe dans le premier round, notamment Avec des parce sprawls que, très et lourds, là hein. je te rejoins amplement, ouais, parce que Stipe avait pas le timing idéal. Il avait un bon timing, mais la différence entre le premier combat et le deuxième combat, c'est que sur le premier combat, il pouvait avoir un mauvais timing et finaliser son amené au sol techniquement. Sur le deuxième combat, techniquement, tu peux pas si t'as pas une bonne entrée en lutte. Et donc c'est pour ça que j'hésite, c'est que John Jones a quand même une excellente lutte gréco-romaine. Et je pense que, comme tu l'as très bien souligné, il faut faire gaffe à l'uppercut de Ngannou. Donc t'as pas envie de shooter dans ses jambes. John Jones a tendance à plutôt shooter sur le haut du corps, parce que c'est sa gréco-romaine qui fait son succès dans sa lutte. C'est pour ça que, pour moi, stratégiquement, c'est intéressant de rentrer à l'intérieur des crochets, être au clinch, et soit tu travailles tes amenés au sol si tu y parviens, soit tu te contentes du clinch debout et faire ton dirty boxing, parce que Jones est vraiment très très compétent là-dedans. On l'avait vu contre Glover, il est même capable de lâcher le clinch pour envoyer 2 frappes courtes et re-rentrer avant qu'il y ait un contre qui rentre. Il a un bon timing là-dessus, une bonne lecture du jeu. Donc là-dessus, je pense il aurait vraiment eu une carte à jouer. Ouais, puis ces gens qui sont capables de faire ce qu'on appelle un body lock, j'ai remarqué ça, il y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où ça se travaille, que ce soit au milieu de la cage ou contre la cage. Et c'est des protocoles qui sont légèrement différents. Je dis pas ça pour faire une polémique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail le plus courant, ben, c'est underhook, wrist control avec le poignet, puis on va essayer de chercher de loquer les 2 jambes sous les fesses pour essayer de travailler avec des takedowns qui sont quand même assez énergivores, notamment en poids lourd là-dessus. Et que si tu maîtrises le body lock Mhm. et que tu travailles un peu à la Khabib ou avec des crochetages ou tu vois ce genre de travail, ce sont quand même des takedowns moins énergivores qui vont te permettre de durer plus et en poids lourd c'est très important. Et tu vois que John Mhm. Jones là-dessus, il a la science. Il est capable de shooter aux jambes, on l'a vu, il est capable de loquer sous les fesses et de monter un mec en l'air sans aucun problème. Il l'a fait à maintes et maintes reprises à 93 kilos. Mais contre Cyril notamment, et même pas que contre Cyril, on l'a vu sur son camp d'entraînement, sur les quelques images qui sont passées où il avait ses sparring, sur le bodylock, il sait faire. Et ça, c'est difficile à Mhm. défendre. Il y a des protocoles qui sont importants, savoir faire péter un grip et respecter certaines étapes. Et est-ce que dans tout ce qui travaille Francis aujourd'hui, dans le fait qu'il veut également faire de la boxe anglaise, donc ça c'est une volonté qui date pas d'hier, c'est une volonté qui date
de très longtemps la transition vers l'anglaise, puisque on disait, toi et moi, en début de podcast, que le sparring de Joe Joyce, il remonte à 2020. Donc, quand tu Mhm. veux approfondir une compétence de cette manière, tu es quand même forcé d'en laisser certaines autres de côté. À partir de là, moi, je pense qu'il a bossé son catch control et sa lutte de façon raisonnable, mais qu'il n'est pas allé chercher les body locks et ces travails Mhm. spécifiques qui se font plutôt dans les plus petites catégories et également plutôt par les gens qui excellent un petit peu en gréco. Et à partir de là, ça peut également être une clé de win condition, tu as raison de le souligner. Ouais, et en fait, on parle tout de même de John Jones. Donc, c'est quelqu'un qui est ultra avancé dans son jeu. Et donc, la satisfaction ou le minimalisme dans OK, je sais plus ou moins défendre, ça fonctionne pas. Si tu dois être au top à tous les niveaux quand tu affrontes quelqu'un comme John Jones, parce que un élément aussi qui est intéressant avec ce genre de profil, c'est que John Jones, si dans le premier round il trouve son chemin vers la victoire, il va continuer à capitaliser dedans. Au final, Jones, les seules fois où on l'a vu fort en difficulté, c'est quand il perd les premiers rounds, mais il est vraiment capable de ressortir le grand jeu dans le 3, 4 et 5e round. Donc, si tu commences mal contre John Jones, a priori, tu n'as plus aucune chance. Ouais, assez d'accord avec ça. Pour mettre un petit peu de piment là-dessus, sur ces deux derniers combats à 93 avec des adversaires qui n'ont pas un jeu, alors on peut pas parler de dirty game, c'est pas ça que je voulais dire, mais que ce soit Reyes ou Santos, c'est quand même des gars imprévisibles où il y a du mal à avoir une vraie lecture, une vraie stratégie. Et quand même, Mhm. alors même si c'est Santos qui fait la split et Reyes qui fait l'unanimous décision, les deux ils ont galéré de fou. Je pense même moi, de mon humble avis, il a plus galéré sur Reyes que sur Santos, ou presque autant. Mhm. Mais il y en a un qui a eu la split décision et l'autre pas. Cela étant, on voit que sur des mecs qui sont un peu difficiles à lire, qui sont un peu surprenants entre guillemets, ça a été déjà plus difficile. Alors il y en a qui disent non, mais c'est parce qu'il avait plus Bien sûr. envie. Je vais être mitigé là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être le capital, l'enthousiasme qui a disparu et le capital fraîcheur parce que ça faisait des années, des années, des années. Mais comme on avait dit déjà avant, il n'a pas enchaîné 10 ans d'affilée à haut niveau. John Jones, il y a eu beaucoup de pauses quand même dans sa carrière. À partir de là, moi, je Mhm. mettrais plus ça sur le fait que ses adversaires étaient compliqués de par leur style un peu décomposé en fait à lire, plus sur le fait que c'est la motivation qui baissait. Eh ben, écoute, c'est comme on l'a dit un peu plus tôt. Étant donné que c'est un combattant cérébral, il est très fort dans les situations chaotiques, c'est pas ça. Mais il est bien meilleur dans les situations contrôlées. Quand il fait face à quelqu'un qui n'arrive pas à lire ou sur lequel il n'a pas eu une bonne lecture avant le combat, il va se faire surprendre. Et pour moi, le meilleur exemple, et encore une fois, je sais qu'il y a ce narratif de la première fois contre Gustafsson, il n'était pas motivé, il n'a pas fait un camp d'entraînement, alors que la deuxième fois, il était motivé de prouver qu'il était bien meilleur. On voit la différence. Gustafsson l'a surpris la première fois. La deuxième fois qu'il l'a rencontré, il savait à quoi s'attendre et on a vu la différence, tout simplement. Ouais, c'est un peu. Des fois, il faut. Les fighters s'expriment, mais c'est un petit peu l'ego qui parle. Tu vois, il faut quand même comprendre que pour arriver à ce niveau de compétition, tu dois être un mâle alpha et l'opinion que tu as de toi-même doit être au top. Et il y a des gens qui ont besoin comme ça de minimiser certaines contre-performances et c'est humain. Il faut surtout pas les contrarier. Ils se doivent, dans leur esprit à eux, de se dire, OK, moi, je suis toujours très dubitatif là-dessus. Les contre-performances, il faut savoir les reconnaître. Et après, il faut pas chercher à changer la structure d'un athlète. Si pour lui, il veut minimiser cette contre-perf, il le fait. Et si ça l'aide à mieux recombattre, et c'est le cas, tu vois, quand il a fait le deuxième combat sur Gustafsson, il savait exactement à quoi s'attendre. Il avait vraiment préparé un game plan en tenant compte de ce facteur X qu'il n'avait pas bien saisi au premier. Et ça a été un TKO au deuxième, si je dis pas de bêtises, Troisième, au troisième en Grand début Empire, ouais. troisième. Et du coup, euh, les histoires de camp, de non-préparation, de baisse de motivation, je pense que ça, voilà, ça l'aide à mieux digérer ça, lui, pour passer un cap et pour repasser à autre chose. Mais la grande difficulté, elle était, à mon avis, sur les contraintes dues à l'adversaire. Yes. Et donc pour faire le lien, comme tu l'as dit, c'est pour pimenter parce que Ngannou, on peut pas le comparer à Reyes ni à Santos, mais il a un peu ce côté inimitable, difficile à imiter pour un partenaire d'entraînement. Et on l'avait dit sur le podcast précédent ou l'avant-dernier, pendant ton camp d'entraînement,
c'est bien plus aisant, facile, si tu as un partenaire d'entraînement qui est capable de réciproquer des situations et le style que ton adversaire va te proposer le soir du combat. Si tu rentres dans un combat et que tu découvres à ce moment-là tout sur ton adversaire, parce que voilà, on va pas se mentir, la vitesse, la puissance, on en avait déjà parlé, la force, c'est quelque chose que tu découvres le soir même. Mais la façon de se déplacer, la façon de bouger, la façon de défendre, les combinaisons, elles peuvent être généralement imitées par un partenaire d'entraînement pour déjà un peu travailler tes yeux à ce type de dynamique. Effectivement, trouver quelqu'un du format de Ngannou avec sa puissance et sa vitesse et son style, il y a pas à quel combattant voudrais-tu comparer Ngannou? C'est pas Non, possible. c'est Par compliqué, contre, ouais. effectivement, ça va. Enfin, l'argument est vrai aussi dans l'autre sens. À qui est-ce que tu fais appel pour imiter John Jones? Les deux sont justes. Après, le style pied-point de John Jones, tu peux arriver à trouver des trucs. En fait, tu peux arriver à trouver des contraintes un peu partout. C'est compliqué. Là, tu vois, je te dis direct, demain matin, tu me dis, il faut préparer Francis. Euh, Tu sais qui j'appellerai tout de suite? Je mettrai en contact avec la team de Martin Bacollet, par exemple. Alors, le gabarit ne correspond pas à 100%, mais voilà, en termes de boxe anglaise, c'est un garçon qui travaille qui est capable aussi de générer de Mm. la puissance sans des appuis trop solides. Il a un uppercut très solide, il a un gabarit se rapprochant, il a une boxe anglaise professionnelle puisqu'il a battu Yoka il y a pas très longtemps et il continue de faire parler de lui et de gravir les échelons de la catégorie polo. Tu arrives toujours à trouver des trucs similaires, mais c'est pas du copier-coller sur sur ces styles parce qu'ils sont impossibles à imiter. Ouais, mais c'est impossible de trouver, de toute façon, pour peu importe qui, c'est impossible de trouver du pur copier-coller. Tu peux prendre un combattant un peu plus classique, tu vas savoir davantage t'en rapprocher, mais jamais à Ben, l'exactitude. Et ce serait d'ailleurs une erreur de se dire, oh, j'ai été préparé par quelqu'un qui imite à la perfection mon adversaire, je sais à quoi m'attendre, je sais exactement ce que je dois faire. Non, je pense que quand tu rentres dans une cage, tu dois avoir confiance en ton game plan et en ta préparation, c'est ça. mais tu dois aussi avoir cette conscience qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport à ta préparation, puisque sinon tu risques d'avoir une mauvaise surprise. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis à beaucoup de mes athlètes, surtout amateurs, avant qu'ils rentrent dans la cage. C'est mec ou meuf, tu vas te faire toucher. Tu vas prendre des coups. Et il y a quoi? Un combat sur 5000 où un des deux athlètes se fait toucher 0 fois. Donc, si à la première frappe que tu reçois, mentalement, tu rentres déjà, ah mince, je me suis fait toucher, ça va pas, tu perds ton combat d'avance. C'est important de conscientiser ce genre de truc. Tu vas être mis dans des mauvaises positions, tu vas être touché, ça va pas être la même chose qu'à l'entraînement. Tu vas pas pouvoir suivre ton game plan à la lettre, tu vas devoir faire des adaptations. Mais bon, effectivement, quand tu as Ngannou ou John Jones, tu le sais. T'es pas arrivé à ce niveau-là Oui, sans puis, avoir réalisé ce genre de petits détails. puis arrivé à un certain niveau, tu décompenses ça par momentum. Moi, j'aime bien parler comme ça quand on détaille ça. Tu vas faire un combat qui va durer 15 minutes. Sur ce combat de 15 minutes, allez, est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir 3 momentum par minute à peu près? Je vulgarise, mais c'est à peu près ça, 3-4, tu vois. Donc ça veut dire que il va y avoir entre 40 et 60 momentum dans le combat. Si t'en gagnes 35, t'as gagné le combat. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, ça veut dire que tu peux te faire toucher 25 fois. Tu vois un peu le 25 fois, c'est beaucoup, hein. La logique. Tu vois, mais c'est comme ça qu'il faut le présenter pour dédramatiser un peu le truc. C'est que le sans faute, parce que t'as beaucoup de combattants qui ont ce côté-là un peu en tête, c'est-à-dire qu'ils veulent un sans faute. C'est-à-dire que si d'entrée ils se prennent un high kick ou un jab en pleine tête, que la tête est de recul, ça y est, ils sont déstabilisés, ils vont lâcher le game plan, ils vont shooter aux jambes et tout ça, et c'est la panique à bord. Il faut comprendre que même si tu prends 20 momentum dans la tronche à zéro, tu peux encore gagner ton combat, tu peux encore revenir dans ton fight et personne ne t'en tiendra à rigueur parce que c'est le haut niveau. Après, tu démarres ton combat amateur, ta carrière, la sueur FC et tu prends un 20-0 au momentum, c'est un peu plus compliqué sur la suite de la carrière. Effectivement, faut être honnête et dire les choses. Mais à ce niveau-là, il y a aucun problème. Mais c'est vrai, moi, c'est un combat, je te dis, quand tu m'en as parlé, j'ai adoré parce que tu peux faire énormément de momentum différents. Tu peux travailler sur, alors c'est vrai que les momentum gagnés par Francis, tu peux les réduire un petit peu plus. C'est un uppercut ou un coup qui touche et qui fait reculer, ou c'est un sprawl. C'est vrai.
quand même être conscient de ça. Et d'ailleurs, juste après ça, je vais t'amener sur un petit scénario quand même qui méritait d'être évoqué. Et après, pour John Jones, il y a plus de momentum. Parce que quand même, Mm. debout, et on en parle maintenant, c'était ma transition, on peut quand même parler de ces techniques qui font fureur depuis 2 ou 3 ans, qui sont les calf kicks, qui sont les push kicks sur le genou. Et compte tenu du fait qu'en plus, il y a une petite appréhension, il pourrait y avoir une petite appréhension de Francis puisqu'il revient d'une blessure là-dessus. Ça, c'est un paramètre que je tenais à évoquer maintenant avec toi parce que ces calf kicks qui font très mal et qui affolent et qui font monter les pulsations et qui empêchent d'avoir des appuis solides, même si on a dit que ok, Francis, il pouvait trouver de la puissance même sans appui. Si tu lui fracasses la jambe avant à coup de push kick et à coup de calf kick, et tu peux quand même le mettre dans une certaine situation d'urgence. Tu peux l'énerver, tu peux lui provoquer chez lui euh, l'inverse de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire lui enlever toute confiance, lui forcer à se jeter et derrière à le lutter. Tu vois, donc il y a quand même ce côté-là, en tenant compte du fait qu'effectivement la longe serait pour John Jones et que ses armes au niveau des jambes qu'on n'a pas vu contre Cyril parce que le game plan était tout autre, mais qu'on pourrait voir là compte tenu du fait qu'il a la vitesse pour lui alors qu'il l'avait pas contre Cyril. Ça, c'est aussi une partie que je voulais évoquer avec toi parce que les calfs, ça fait mal. Il y a moins ce compte à rebours que sur le low kick traditionnel, parce que quand tu vois les cuisses de Francis, il y a une dimension, il faut s'y prendre tôt pour qu'il y ait des dégâts qui soient faits, tu vois. Je veux dire, je pense qu'un garçon comme Francis, avec les cuisses qu'il a, 10 low kick, c'est pas sûr qu'on commence à avoir un travail de sap qui est fait. Par contre, avec le calf, c'est différent. Au troisième, tu peux ne plus avoir de jambes. Ouais. C'est excellent que tu parles de ça parce qu'il y a eu 3 fois dans le podcast. Donc déjà, je me l'étais dit avant le podcast et 3 fois pendant le podcast, j'ai dit ah oui, il faut que je parle des oblique kicks et puis je suis pris dans la conversation et j'oublie. Donc effectivement, je pense que du côté de John Jones, une des armes qu'il a toujours eu et qu'il devrait avoir contre Francis, ce sont les stop kicks, notamment oblique kicks, parce que face à quelqu'un qui a été plusieurs fois blessé au genou, c'est utile, d'autant plus que Jones ne les utilise pas pour frustrer, il les utilise vraiment pour faire mal, donc ça doit faire partie de son jeu. Et on a vu un Jones qui commençait à travailler les low kicks face à Cyril Gane, parce que c'est ce que tu dois faire contre un combattant à mouvement, contre un combattant qui a un très bon jab, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que Francis, il a un bon jab pour un combattant de MMA. Euh, Tu dois aussi commencer à annihiler sa jambe d'appui. S'il n'arrive plus à transférer du poids vers la jambe avant, ça va minimiser son jab. Alors je sais, on a dit plusieurs fois que il n'a pas besoin de beaucoup d'appui pour générer de la puissance. Cela Sur le n'empêche qu'il percute, en a d'autant mais plus quand il peut. sur le percute, il Ouais, a peut-être pas besoin, mais après pour le sur, travail de boxe anglaise rudimentaire, bras avant, bras arrière, tu en as toujours besoin quand même. Que ce soit Doumbé, ils sont capables exactement. d'aller générer de la puissance sur de la rotation ou sur de l'uppercut, mais malgré tout, ça reste des humains normaux avec 2 bras et 2 jambes, et il faut quand même du transfert de poids pour pouvoir travailler en ligne, travailler en jab ou travailler en 1-2. Ouais, et exactement, sur les phases en ligne, tu as besoin de prendre appui sur ta jambe avant, qui est automatiquement disponible pour les low kicks. Et on a vu un Francis qui est relativement sujet au low kick, donc ça peut être une stratégie très intéressante pour Jones de punir cette jambe avant. Au même titre que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé non plus, mais tu parles de la taille des cuisses de Francis. Parlons de la taille des cuisses de John Jones. Alors, il y a quelque chose il y a un faux narratif, hein, je pense. Les gens disent, ouais, il travaille que le haut du corps. Non, je pense que génétiquement, Ouais, beaucoup d'Africains ont du mal à développer musculairement leurs jambes. Les tendons sont plus longs. Enfin, je suis pas expert là-dedans, mais j'avais lu plusieurs personnes expertes là-dedans qui justifiaient le non-développement musculaire dans le bas du corps de John Jones comme quelque chose de complètement normal. Néanmoins, étant donné que c'est plus petit, ça peut faire plus mal aussi sur certaines frappes. Et on a vu les low kicks de Ngannou contre Stipe Miocic. Ça fait mal, hein. Tu peux pas en prendre 12 comme ça. Donc Ngannou, ça pourrait être aussi une idée pour lui de travailler les low kicks ouais. contre John Jones. À condition de supprimer totalement, je pense, les low kicks extérieurs, de travailler sur du calf inter ou du low kick inter, de façon à ce que ça puisse pas être saisi et que ça puisse pas profiter à un takedown en contre, parce que
c'est important aussi, parce que je pense que le coin de Jones capitaliserait là-dessus. Mmh. Mais oui, je pense que dans tous les cas, les jambes, c'est une arme, surtout quand tu vois quand même que Francis, il y a de la puissance, certes un peu moins de vitesse, et certes le travail de sabre qu'il a pu faire, qu'a pu faire John Jones dans le passé, Francis, il n'a pas le même palmarès avec ses jambes, hein, je relativise. Mais dans tous les cas, les Mmh. gens auraient une dimension, je pense, importante parce que tu peux pas arriver d'entrée et foncer sur Francis pour le catch contrôlé. Tu peux pas arriver d'entrée et shooter dans les jambes de Francis parce que si tu prends un sprawl, tu peux terminer ton combat. Donc il faudrait cette phase Ouais. d'approche et de fatigue qui passerait, à mon avis, par ça, par des déplacements, des feintes et un travail sur les membres inférieurs. Euh, et si John Jones fait ça, bah, Francis peut pas rusher non plus, parce que si tu rushes trop, tu te fais lutter. Il y a tout un travail après stratégie hyper important et hyper intéressant à évoquer là, qui fait que tu es quand même obligé au départ de te plier un Mmh. petit peu à ce que veut faire l'autre. C'est-à-dire que si John Jones s'y recule et est patient et qui feinte en remisant en bas, bah, tu peux pas rusher. Parce que si tu fais une Rosenstruck à John Jones, tu te retrouves sur le cul très rapidement aussi, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que ce combat ultra hypothétique, hein, je pense que le pourcentage de chance qu'il arrive est tombé en dessous de 1%. Euh, c'est dommage qu'on ne peut pas l'avoir parce que je pense que il y aurait eu d'un côté une approche stratégique très intéressante de part et d'autre, et de l'autre côté pas mal d'adaptations qui auraient dû être faites dès la troisième minute de combat sur base de l'attitude de l'autre. Parce que je pense qu'ils auraient dû tous les deux venir avec une stratégie relativement prudente C'est ça. avec une petite partie d'observation pour pouvoir adapter. Ok, il a décidé de prendre cette voie-là, et moi je me suis préparé avec ce game plan s'il prend cette voie-là. Je pense qu'ils auraient dû tous les deux venir avec plusieurs, enfin un game plan A et pas mal d'alternatives en disant ouais mais finalement s'il vient plus agressif que ce que je pense, je dois faire ça. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ce serait devenu très très intéressant comme combat. Ouais, puis Juste pour rebondir sur un vas-y. point, parce que tu l'as dit plusieurs fois, Ngannou est quelqu'un qui progresse énormément. Et de temps en temps, entre deux combats, on a l'impression que c'est un tout nouveau combattant. Donc sur la partie kick, justement, peut-être que entre sa dernière version contre Cyril Gane et la nouvelle version qu'on aurait eue face à John Jones, peut-être, enfin, ça aurait été probablement cet été, on aurait potentiellement vu un Ngannou si dans son training camp il s'était dit ah il faut que je travaille mes kicks avec un nouveau jeu de kick bien ficelé. Ouais, et puis pour pimenter un peu ça, autant je me bats encore aujourd'hui pour dire arrêtez de dire que Francis a progressé aux États-Unis, c'est pas vrai. C'est dans la continuité de son apprentissage qu'il a progressé et pas du tout le fait de partir à Vegas. Ça, j'ai bien envie que s'il y a une phrase à retenir de mon côté, ce soit celle-là. Par contre, Nick Six, c'est également un stratège qui est capable de mettre en place des stratégies, qui passe du temps à les mettre en place. Donc, ouais, ouais, ça aurait pu être un combat beaucoup moins court que ce que les gens pensent. Que souvent, ils pensent, les gens, pour qu'ils soient contents d'un spectacle au polo, il faut que ce soit très rapide. Et bim, et bam, mais ça dure 3 minutes. Là, je pense que c'est un combat, moi, vraiment, clairement. On n'a pas encore fait nos pronos, on les fera tout à l'heure, mais qui aurait dépassé le troisième round, j'en suis quasi persuadé. Je pars aussi sur une version longue de ce combat. En tout cas, ouais, les deux premiers rounds, je pense qu'ils vont à 10 minutes, enfin 5 minutes Ouais, chacun. c'est Donc, ça. je pense qu'on Soit dépasse 10 troisième, soit minutes. championship round. Je suis Peut-être qu'il y a d'accord quelque avec chose à toi. jouer. Ouais. Ouais. Bah écoute, je pense que c'est la transition parfaite pour les pronos. Maintenant, je sais que tu regardes les podcasts que je fais avec Brian. Je suis pas un grand fan de pronos parce que c'est trop noir ou blanc. Et on sait tous les deux que dans le MMA, ça dépend de beaucoup de facteurs. Tu refais le combat 10 fois, c'est 10 fois une version différente. Tout à fait. Donc, est-ce que ça te tente de plutôt donner un pronostat, bah, ce qui amène en fait un prono. Parce que si tu dis que combattant A a 51% de gagner, bah, ça devrait être ton prono parce que c'est là où il y a le plus de chances. Mais euh, qui serait favori à combien de pourcents selon toi si le combat avait eu lieu? Ah, et ça aussi c'est important, si le combat avait eu lieu ici en juillet. Je Ouais, pense que c'est une ouais, notion aussi mettre une importante temporalité, tu as raison. à noter. Voilà. Sur cette date, avec ces éléments, compte tenu de de ce qu'on a développé pendant ce podcast, moi, je vois un 55-45 en faveur de John Jones. Eh ben on est à égalité. Je J'avais exactement ça. J'avais exactement ça. J'aurais dû le noter pour pouvoir le prouver et pas faire le gars qui copie, mais ouais, j'ai 55-45 John Non, mais Jones je te crois également. volontiers parce que Je pense qu'il peut vraiment se faire surprendre.
C'est ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Pourquoi cette statistique-là en particulier? Parce que il faut relativiser pour les gens qui nous écoutent. Ça veut dire que 4 combats et demi sur 10, c'est Francis qui gagne. On n'est pas en train de manquer de respect aux performances de Francis, loin de là quand on dit ça. C'est une cote en se disant que les 4 fois et demi où Francis gagne, enfin, de mon côté, je te laisserai expliquer ton raisonnement après, c'est qu'il est capable de toucher fort sur de la lutte, sur des contres de lutte, pardon, ou sur des initiations à l'échange, John Jones, et que 5 fois et demi, bah, c'est John Jones qui arrive à l'amener en eau trouble, que ce soit en dirty boxing contre la cage, ou que ce soit directement sur le dos, ou ce travail donc on avait dit payant au niveau des membres inférieurs. Mais ça reste quelque chose de très serré. Mais c'est vrai que pourquoi je te dis moi 55-45? Parce que il y a 3 win conditions pour John et il y a une réelle win condition pour Francis. Mais en sachant que c'est une win condition qu'il a déjà fait à maintes et maintes reprises par le passé et qui aurait pu, à mon avis, se reproduire sur un John Jones à 117 kilos, par exemple, qui aurait voulu être un peu trop lourd pour cet affrontement. Mais effectivement, la pluralité des solutions de John et la faisabilité d'un takedown peut-être plus simple au 3e round font que je mets ce pourcentage en sa faveur. Je te rejoins. Je pense qu'il y a pas mal de chemins vers la victoire pour John Jones. Et je mettrais un chemin et demi pour Ngannou. Donc on a bien élaboré la stratégie que pouvait mettre en place Ngannou pour s'assurer le plus de chances de gagner. Et en plus de ça, Ngannou reste Ngannou, il a des kettlebells à la place des 2 points, ce qui signifie qu'à tout moment, il y a ce petit coup d'éclat qui pourrait venir et finaliser le combat. Parce que on l'a dit, je te rejoins, je pense qu'après après 15 minutes de combat, surtout si on est dans du grind, du clinch à la cage, dans de la lutte, la puissance de Ngannou et sa vitesse va vachement diminuer, ce qui signifie que son KO power sera moins percutant et qu'il aura peut-être plus cette possibilité de finir sur un coup. Cela n'empêche que je pense dans le premier combat contre Stipe, dans la 4e reprise, il est crevé, mais il y a genre une petite combinaison qui touche Stipe et tu vois que Stipe il est bien touché. Ouais. Donc je pense que malgré tout il reste dangereux. Ouais, Mais puis il a du mental, il a du mental dangereux. le gars a du mental. Faut quand même lui reconnaître. Je veux dire, je trouve qu'il a essuyé beaucoup de critiques et qu'on a quand même un public qui est extrêmement difficile, voire méchant dans certains cas. Alors c'est la passion qui fait ça, tu vois. Nous en France, on a un public qui est passionné. Ils ont l'exemple du football et cette passion, faut surtout pas l'enlever. C'est énorme, tu vois. Par contre, quand on les déçoit par une contre-performance, par une défaite ou par certains facteurs, ils sont extrêmement méchants et presque dangereux. Mais il a quand même montré lors du premier combat qu'il avait un mental hors norme, Francis Ngannou. Il l'a remontré après contre Cyril quand on a découvert l'étendue des dégâts. Mais ce mec-là, il a une volonté à toute épreuve et il faut justement, c'est pour ça qu'il faut pas lui manquer de respect parce que ça le rend encore plus dangereux. De fait, et on va peut-être clôturer là-dessus parce que j'aime toujours rebondir sur ce genre de discussion. Les fans, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que quand tu t'exprimes dans l'émotion, donc juste après un combat, les émotions, ce sont les émotions qui parlent. Tu n'es plus factuel, tu as plus vraiment une vision sur la réalité. Et si tu es énervé, tu vas parler de manière énervée. Si tu es triste, tu confonds la tristesse et la haine, tu parles quand même de manière énervée. Et je vais utiliser ce mot, j'ai pas peur d'utiliser un mot fort. C'est avec la maturité et la remise en question, peut-être l'introspection même, que en tant que fan, tu te rends compte que quand tu t'exprimes à chaud, tu dis souvent des choses que tu risques de regretter ou qui sont trop loin de la réalité ou qui sont trop méchantes gratuitement ou que tu n'es pas à ta place pour pouvoir dire ce genre de commentaires. Et on l'a tous été, je pense. Moi, quand j'étais jeune et que je regardais du foot, combien de fois j'ai pas insulté un joueur qui était sur le terrain en me pensant meilleur que lui. Et quand tu retournes à froid, tu te dis, mais comment j'ai osé dire quelque chose comme ça? Alors heureusement, c'est oral, c'est à ton écran que tu le dis, mais aujourd'hui, les gens, ils peuvent tweeter en live. J'espère quand même que la plupart de ces personnes qui s'expriment de manière haineuse ou méchante juste après un combat se rendent compte 3-4 jours plus tard, quand les émotions sont retombées, que ce qu'ils ont écrit, c'est absolument dégueulasse. Et avec ce genre d'expérience, tu peux commencer à prendre du recul. Tu peux commencer dans l'émotion
à être super triste, voire énervé, et à te dire, ok, c'est pas une raison pour tweeter méchamment ou m'exprimer méchamment. Donc voilà, je voulais terminer Ouais, là-dessus parce que on a tous fait ce genre d'erreur, parce que c'est une erreur pour moi, et, euh, et on devrait tous être capable d'avoir cette maturité, de prendre un peu plus de recul avant de s'attaquer à un athlète, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un athlète qui perd ou qui contre-performe, il a déjà une énorme déception. C'est lui qui a fait les sacrifices. C'est lui qui a mis du temps. C'est lui qui gagne pas son win bonus. C'est lui qui recule dans sa carrière. C'est déjà beaucoup de choses à gérer, beaucoup de trucs négatifs à gérer. Si en plus de ça, le mec il se connecte à Twitter et qu'il voit qu'on est en train de descendre dans tous les sens, mais l'état émotionnel c'est très juste est ce que tu dis difficile, vraiment très très et difficile. moi je vais faire même mon mea culpa en 30 petites secondes. Souvent je lis ouais mais Aldric dès qu'on touche à ces athlètes il insulte. Pas du tout. Je me mets juste j'essaie d'avoir des discussions proactives sur les réseaux sociaux quand j'ai le temps de me connecter et j'échange. J'invite les gens à regarder mes interventions. Moi, des fois, oui, je pense que Axel va perdre. Ah bon? Pourquoi? Je pense que Manon va perdre. Ok, ben je veux bien t'entendre, j'échange avec toi. Et souvent, tu te rends compte que avec des gens qui ont le respect, ça se passe très bien au final derrière. Et j'ai eu des petits clashs sur Twitter et avec aujourd'hui des gens à qui je témoigne du respect parce que ils sont revenus sur certains propos, que à partir du moment où il n'y a plus d'insultes, moi je suis un garçon très ouvert à la discussion et je vous sur la chaîne avec Chris, je vous présente ma façon de penser, qui peut vous plaire ou vous déplaire, ou qui, vous pouvez épouser celle-ci et penser comme moi, ou se dire tiens, ben, c'est pas bête ce qu'il dit, mais je garde mon avis, et c'est très bien, je suis ouvert au débat. Par contre, effectivement, comme je sais que mes fighters en général se connectent sur Twitter, à partir du moment où vous êtes irrespectueux, ben, de temps en temps, ben, je vais aussi envie de le faire avec vous, sans aucun manque de respect sur votre famille, mais en tout cas, je vais vous répondre parce que je trouve que c'est trop gratuit et que je trouve que par rapport au sacrifice que font mes gars, ils méritent pas d'être traités de la sorte. Après, ça plaît, bah, tant mieux, et ça choque, je m'en excuse, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai envie de participer avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà. Au moins, c'est dit. Et moi, je peux totalement concevoir. Ça nous est arrivé à tous de perdre patience quand on nous amène à perdre patience. Et je pense que certains aussi ne croient même pas ce qu'ils disent. Ils font juste de la provoque gratuite pour avoir une réaction. Et une fois que la réaction est là, enfin, ils sont satisfaits Mais ouais, puis de des ce fois qui on vient de échange, se hein. produire. Des fois on échange suite à la réaction, tu vois, on arrive à rééchanger, à créer le dialogue et moi tout ce que je demande c'est du respect, c'est-à-dire que si mon gars se connecte, il voit pas une insulte sur sa mère, il voit pas, tu vois ce que je veux dire, parce que des fois les mecs écrivent ouais il va se faire niquer sa mère, Ouais. non on peut pas écrire comme ça messieurs, c'est penser quand même que les écrits restent et penser quand même que quelqu'un pourrait vous lire. Alors je sais que souvent les réseaux sociaux c'est anonyme, mais il y a des choses qu'on peut pas lire, ni dire, ni écrire. Et Hmm. je m'arrêterai là parce qu'on n'est pas en train de faire un épisode de Twitter, mais sachez qu'en tout cas, Non, mais que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, je pense que et toi et moi, quand on a le temps, en tout cas, on est ouvert au dialogue et mettez-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ça et si vous voulez qu'on développe un peu plus sur des espaces ouverts ou des trucs comme ça, parce que je le ferai avec plaisir quand je peux. ouais, mais je pense que ça mérite même un épisode entier de parler un peu pas spécialement les haters ou quoi, mais c'est l'impact que peuvent avoir les commentaires sur le mental d'un combattant ou d'un coach ou autre. Je pense que Morgan Charrière en a déjà beaucoup parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en position de pouvoir en parler. Et c'est marrant parce que je dis toujours que les athlètes ont une certaine responsabilité parce que ce sont des exemples par rapport aux fans et surtout aux jeunes fans. Je pense que les fans ont une responsabilité aussi parce qu'ils se rendent peut-être pas compte, mais ils ont un impact sur la santé mentale des Bien sûr. athlètes. Et puis même la vie Et être d'athlète, fier de se faire bloquer par quelqu'un, c'est... c'est ça. C'est ça, puis il faut Mm. juste recontextualiser c'est quoi la vie d'athlète. J'invite les gens qui vont écouter ça, qui sont restés jusqu'à la fin, 1 heure 4 minutes et 19 secondes, à aller regarder en plus je le connais personnellement, Temba Gorimbo, il vient de combattre à l'UFC pour son deuxième combat. Il a eu un match-up très favorable, il faut quand même le signaler, hein, puisqu'il prenait un japonais qui était sur 3 défaites. Et il a enfin eu sa première victoire à l'UFC. Euh, mais il lui restait 7 dollars sur son compte parce il s'entraînait, pour ceux qui connaissent le champion de Ares, il s'entraînait avec Damarte Peña en Afrique du Sud, pas très loin de Johannesburg, là où la vie est effectivement peu chère.
et il a signé à l'UFC par la plus petite des portes, c'est-à-dire avec le premier contrat à 10 000 plus 10 000, avec un combat qui s'est soldé par une défaite. Puis quelques mois plus tard, il était amené à préparer son deuxième combat. Donc effectivement, 10 000 dollars, moins le manager, moins le gym, moins les impôts, puisque la première année. Alors, je vais juste proposer aussi à nos auditeurs, si un jour vous avez envie de comprendre comment ça se passe au niveau management, quelles sont les taxes qu'on paye et où on les paye, parce que souvent on se résume à dire, ouais, le pays te prend 30%. C'est inexact. Le pays ne te prend pas 30%. Il y a 30% qui sont pris d'office la première année, puis et qui font l'objet de ce qu'on appelle un tax refund par la suite. Et on se doit de l'expliquer. Peut-être que ça peut intéresser euh, lors d'un futur podcast les gens qui nous écoutent. Mais voilà, c'est vrai que 30% te sont prélevés la première année et te sont rendus que 18 à 20 mois plus tard. Euh, et et c'est pas tout, hein, c'est une partie. Plus le gym, plus le management, et avec tout ça, il faut que tu te loges et que tu manges. Et effectivement, Temba, quand il a démarré sa Fight Week, il lui restait 7 dollars sur son compte. Donc pensez à s'il avait perdu. Et voilà, et derrière, plus les réseaux sociaux, plus les haters, et plus les gens qui disent qu'il est nul et qu'il mérite d'être viré, et tout ça, ben, vous pouvez mettre quelqu'un vraiment dans le mal. Et il y a beaucoup de fighters qui se cachent pas, qui ont fait des dépressions et qui ont été dans des états psychiques. Alors peut-être que certains d'entre vous en riront de ça, mais c'est pas, croyez-moi, c'est pas du tout risible. Et il faut comprendre que quand tu mets toute ta vie dans un projet, dans une passion, et que ça marche pas en plus, c'est compliqué de lire certains commentaires. Ouais. Ouais. Bah, en fait, je vais terminer le podcast sur une question. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un de retourner le couteau dans la plaie? Voilà, vous avez 10 minutes. Répondez-nous aux commentaires. Petite dissertation. Sinon, vraiment, et pourtant je suis qu'une petite partie du contenu vraiment de qualité fait par Chris. Abonnez-vous, mettez un petit pouce et toutes les questions qui sont intéressantes en commentaire, on y répondra lors d'un prochain podcast. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on annonce, mon Chris? On continue sur notre fil conducteur de la semaine dernière? Ouais, donc on a skippé cet épisode, on va le faire la semaine prochaine. C'est comment sélectionner le club qui vous correspond le mieux. Et alors, on va aussi parler de l'autre sens, comment en tant que coach, tu peux gérer un club pour offrir des belles opportunités à tes inscrits, à Et tes est-ce adhérents, que, peu importe leur objectif. Peu importe juste, leur et est-ce objectif. que nos auditeurs ont voté pour donc cette trilogie à trois en compagnie de Brian qu'on doit faire dans la semaine ou la semaine prochaine ou pas encore? Est-ce qu'ils ont répondu favorablement? Parce que j'ai pas tout vu. Oui, oui. Ouais, ouais. On a que des réponses favorables, donc on va devoir se synchroniser pour débattre, pour analyser Saladin Parnasse contre Marian Zulowski, peu importe. Mais on va devoir le faire à trois. Ouais, bah, je fais un spoiler alerte. J'ai déjà fait une analyse vidéo qui sera postée lundi. Et donc nous, on enregistrera le podcast après parce que du coup, ça nous permettra de se concentrer uniquement sur la partie stratégique. Avec grand plaisir. Donc la semaine prochaine, vous aurez deux épisodes en ma compagnie. On reprendra notre coach talk sur la team qu'on se doit d'attendre quand on intègre quel que soit le niveau dans lequel on veut euh, évoluer. Et donc, je serai très content de parler de l'excellent travail de Arnaud Templier et de Hatch Quentin Saladin et de ce fabuleux événement qui aura lieu le week-end prochain en Pologne, le KSW. Merci beaucoup Aldric et on s'entend du coup 2 fois la semaine prochaine. Au revoir.